Alors, l'enregistrement est parti. Donc, officiellement, bonjour tout le monde. C'est la première fois qu'on fait un webinaire comme ça, un peu questions-réponses durant, en fait, pour cette formation internationale. Alors, merci à ceux qui peuvent se joindre en direct. Je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui va être là en direct, mais j'ai déjà eu plusieurs courriels de personnes qui ont hâte d'écouter l'enregistrement parce qu'il leur est impossible d'être ici en direct avec nous. Alors, c'est vraiment, alors ben, je me présente. En fait, vous me voyez, hein, vous me voyez souvent dans les vidéos. Donc, c'est moi, Julie, et vous avez Christian ici à côté. Bonjour tout le Donc, monde. c'est lui qui m'aide en arrière-plan et qui va vous présenter un peu son projet de recherche dans les prochaines minutes. Ben, c'est le fun de voir des participants là, de plusieurs endroits durant cette formation. Comme je disais juste avant de partir l'enregistrement, on a plusieurs participants d'Afrique, plusieurs en Europe aussi, plusieurs du Canada aussi. Je crois que ça fait le tour, là. C'est quand même déjà assez large. Plusieurs pays d'Afrique, beaucoup de France, quelques-uns de la Belgique, je crois, et du Canada, différentes provinces même du Canada, pas juste du Québec où je suis située aussi. Alors, cette heure-là, c'est vraiment une occasion pour vous pour poser des questions si vous en avez. Alors, que ce soit si vous partagez des commentaires aussi, si vous avez des problèmes, des difficultés avec certains aspects de la formation, des choses que vous aimeriez, qui vous aideraient. Bref, c'est l'occasion de partager. Alors, gênez-vous pas, on est là pour ça. Et on va essayer de revenir après avec plusieurs questions, mais je trouvais c'était une bonne idée d'inviter Christian à vous présenter un peu son projet de recherche, hein. Alors, je vais laisser Christian vous parler un petit peu, peut-être se présenter un peu plus lui-même, voir qu'est-ce qu'il fait. Et pendant ce temps-là, je vais amener sa présentation pour que vous puissiez la voir. Alors, Christian, je te cède la parole et je vais amener ta présentation pendant ce temps-là. Parfait, merci beaucoup Julie. Donc, bonjour à tous. C'est la première fois que vous me voyez, vous avez vu une fois. Donc, mon nom est Christian Carlet. Je suis étudiant à la maîtrise en astrophysique à l'Université Laval au Québec. Donc, je suis en fin de maîtrise. Je commence mon doctorat dès cet automne, en fait, de cet hiver. Donc, je suis en transition entre les deux. Et bon, je profite, là, Julie m'a invité à venir vous parler aussi un peu de ce que je fais. Donc, pas seulement vous parler de ce que vous voyez dans le ciel et du système planétaire, mais de recherche astrophysique moderne. Donc, ça va me faire un plaisir de vous présenter un petit peu mes résultats et bon, qu'est-ce que j'étudie. Christian, je fais juste t'arrêter une seconde. Je voudrais savoir si les gens vous entendez bien, Christian. Le son semble moins bon un peu de mon côté, mais j'espère que vous l'entendez quand même assez bien. Est-ce qu'il y a un participant qui pourrait nous répondre là-dessus? Goursa du Maroc qui va nous répondre. Parfait. Merci. On voit quand vous êtes en train d'écrire, donc ça nous aide. C'est OK. Bon, ben merci. On va continuer comme ça. Je sais que le son est pas parfait, mais je pense qu'on réussit quand même à comprendre ce que tu dis. Pendant la partie de Christian, je vais tout simplement me mettre en arrière-plan. Donc, je vais fermer mon micro, ma caméra. Donc, je laisse avec Christian et je reviens par après. À toi, Christian. Parfait, merci beaucoup. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire de la formation stellaire des galaxies. Donc, c'est, si on veut, de manière grossière, mon sujet de recherche. Donc, je fais des recherches là-dessus. C'est environ 2 ans et demi maintenant que j'ai utilisé le sujet. Évidemment, il y a peu de temps que j'ai développé mes premiers résultats, donc c'est quand même assez nouveau. Mais je commence à devenir très bon dans ce sujet. Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire de la formation stellaire des galaxies? Eh bien, vous savez, les étoiles, elles sont pas éternelles. Donc, les étoiles ont un cycle de naissance, donc elles naissent et elles meurent. Ici, j'ai une belle diapositive dans laquelle on voit de manière schématisée comment ça se passe. Donc, les nuages de gaz dans les galaxies vont venir se contracter par la gravité. Donc, la gravité va venir faire que toutes les étoiles, que toute la matière s'attire. Et peu à peu, cette matière se condense, se réchauffe. Et lorsqu'elle est finalement assez chaude, assez dense, au cœur va apparaître une étoile. Donc, vous voyez ici, vous avez, attendez, j'essaie de voir, ne pas marcher là. Okay, vous avez ici, vous voyez la flèche, j'espère. Donc, vous avez un grand nuage de gaz qui peu à peu va venir se condenser, devenir un peu grumuleux, un peu complexe. Et lorsqu'il devient suffisamment chaud et suffisamment dense, on va avoir la formation d'une étoile et peut-être d'un système solaire autour. Donc, ce cycle-là, il y a plusieurs exemples d'endroits où on peut voir cet effet-là, cette formation stellaire.
Vous avez des objets comme les piliers de la création, que j'espère que vous avez déjà vu l'image, je m'en doute, et c'est situé dans la constellation de l'Aigle, donc vous en avez déjà entendu parler. Et donc là, vous avez vraiment les nuages de gaz dans lesquels la formation stellaire est en train de se passer en ce moment même. Donc, c'est de la naissance d'étoiles qui se passe au pilier de la création en temps réel, on pourrait dire. Vous en avez aussi, par exemple, dans la nébuleuse d'Orion. Donc, si vous vous rappelez, on en a parlé aussi à la présentation de la première semaine. Donc, c'est dans l'épée d'Orion, dans la constellation d'Orion. Donc, c'est un objet, celui-ci que vous pouvez voir avec un télescope ou des bonnes jumelles. Là, vous pouvez voir un peu le flou. Vous pouvez voir une tache lumineuse, finalement. Donc ça ici, les deux objets, c'est des endroits où il y a des étoiles qui sont en train de naître. Et la raison pour laquelle ça a l'air aussi griseux, c'est que les premières étoiles sont déjà nées et en naissant, elles ont émis beaucoup de lumière, beaucoup de vent, ce qui va venir modifier la forme du nuage. Donc, le nuage n'est pas rond et parfait. Toute cette région-là, dans une galaxie, il y a plusieurs de ce type de régions-là. C'est ce qu'on appelle des régions H2, dans laquelle il y a de la formation stellaire. Donc, par exemple, ici, dans la galaxie que vous voyez, qui s'appelle la galaxie, en anglais, c'est Pinwheel. Je ne me rappelle plus du nom français exactement. Je pourrais vous donner ça un peu plus tard. Donc, chacune des zones ici bleutées que vous voyez plus lumineuses, par exemple, ces zones-là, ici, toutes les petites taches bleues que vous voyez autour de la galaxie, surtout dans les bras. Donc, c'est toutes des régions de formation stellaire, des régions dans lesquelles les étoiles sont en train de naître en ce moment, quand on regarde l'image. Donc, les observateurs s'en servent beaucoup. On essaie de regarder ces régions-là pour déterminer combien d'étoiles sont en train de naître à un moment donné dans ces étoiles, dans ces galaxies. Par contre, il n'y a pas juste la naissance des étoiles, il y a aussi la mort des étoiles. Donc, vous avez ici un exemple, Eta Carinae, qui est une des étoiles les plus grosses que nous connaissons dans notre galaxie. Elle fait plusieurs centaines de fois la taille de notre étoile. Et donc, c'est une étoile qui a des très forts vents. Donc, quand on dit vent, c'est vraiment, elle expulse sa matière, ses couches externes, et le retourne dans le milieu. Donc, comme vous voyez, au moment de la formation stellaire, le gaz s'est comprimé sous forme d'étoile. Et bien, au moment avec les vents stellaires et à la mort stellaire, ce même gaz-là retourne dans le milieu, dans son milieu ambiant, mais cette fois-ci a été transformé chimiquement. Donc, on a eu de la fusion nucléaire et donc on a des éléments chimiques plus lourds que ce qu'il y avait au départ. Vous avez un autre exemple ici. Ici, on a ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Il ne s'agit pas d'une vraie nébuleuse planétaire. Ben, pas une vraie. Le terme est un peu complexe parce qu'on dirait qu'il devrait y avoir une planète. Alors, ça n'a rien à voir avec une planète. C'est un terme purement historique qu'on utilise. Donc, on a déjà cru qu'il y avait peut-être un lien entre les planètes et ces objets-là. Maintenant, on sait qu'il s'agit plutôt de restes de supernova ou de remanents de supernova étant le terme exact. Donc, une fois que l'étoile meurt et explose, tout son gaz retourne comme ça dans le milieu. Et tout ce gaz-ci va, en ce moment, il est très chaud parce qu'il vient d'une explosion d'étoiles. Mais un jour, il va refroidir petit à petit. Et dans plusieurs centaines ou millions d'années, ce gaz va être assez froid et va probablement pouvoir se recondenser et former une nouvelle génération d'étoiles. Et donc là, je parle de naissance, de mort, de renaissance, donc d'une nouvelle génération d'étoiles. Moi, ça me rappelle une chose très particulière. C'est ça ici. Donc, quand on parle de vie et des morts, on parle de l'histoire. Et on parle entre autres de population. Donc ici, je vous présente une pyramide des âges de la France. Donc, c'est juste un exemple. Mais la pyramide des âges, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient du fait que le taux de naissance des gens va varier et le taux de mort aussi va varier avec le temps. Et donc, avec ça, on peut créer des pyramides d'âge. Mais la même chose existe pour les étoiles, finalement. On s'en rend pas compte. Mais il y a cette même idée d'évolution dans le temps de la population, de savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'étoiles jeunes, des vieilles, est-ce qu'il y a des vagues de naissance, des choses comme ça. Vous avez ici un autre exemple. Vous avez le nombre de naissances par année
en fonction, bon, ici c'est plusieurs régions françaises, et là vous voyez qu'il y a une variation dans le temps. Donc, avec le temps, le nombre de naissances va monter ou descendre. Et la même chose est vraie pour les étoiles dans une galaxie en fonction des conditions du milieu, donc de l'âge, de la température, la quantité de gaz. Il va y avoir de plus en plus d'étoiles qui vont être ou de moins en moins indépendantes. Et donc, c'est un peu mon sujet de recherche, j'essaie de créer ceci, donc créer une carte de l'historique de la naissance des étoiles en fonction du temps, de comprendre comment tout se fait. Par contre, on a une difficulté. C'est qu'ici, vous voyez, ça se fait sur à peu près une dizaine d'années. Donc, c'est assez rapidement comme variation. Alors que dans l'univers, surtout à l'échelle de la galaxie, les choses se passent très lentement. Donc, on parle de, ça va évoluer sur plusieurs millions, voire des milliards d'années, des changements. Donc, c'est pas aussi direct qu'on va pouvoir le faire. Il va falloir trouver des manières détournées de trouver cet historique-là. Il y a des gens qui utilisent des télescopes, qui vont à l'observatoire, faire des observations pour essayer d'avoir une idée. Mais ces gens-là ont surtout une idée de ce qui se passe en ce moment. Au moment d'observer, je vois le taux de formation stellaire et d'une certaine quantité. Je voudrais savoir l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour la formation stellaire? Donc moi, je ne veux pas de télescope. Donc le télescope me donne seulement l'information de ce qui se passe au moment où je regarde. Moi, j'aimerais savoir l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Moi, ce que je vais utiliser plutôt, c'est un supercalculateur. Donc, Julie, vous en avez parlé la première semaine, et il y a des gens qui font beaucoup d'observations, beaucoup d'astronomes, mais aussi des astronomes qu'on va dire plus théoriques, donc qui utilisent des simulations et des superordinateurs pour simuler l'évolution des choses. Dans mon cas, je simule l'évolution des galaxies, donc je crée numériquement dans l'ordinateur une fausse galaxie, ou une galaxie synthétique, on pourrait dire, et je la fais évoluer sur plusieurs milliards d'années, et je regarde comment ce taux-là. Et j'espère que les résultats que j'obtiens, la simulation que je fais, soient réalistes et représentent le mieux possible les résultats de la vraie vie, donc de la vraie nature. Pour vous donner une idée, celui-ci, c'est le supercalculateur de l'Université Laval, à l'intérieur du Grand Silo. À l'origine, c'est un accélérateur de particules qu'il y avait là dans les années 50, mais il était trop vieux. On a décidé de le déconstruire, l'accélérateur, mais on s'est rendu compte qu'il restait ce silo sur le campus de l'Université Laval. Et on a décidé de le transformer en supercalculateur. Donc, à l'intérieur, on peut trouver un supercalculateur. Voici quelques images de quoi ça a l'air. Donc, ça ici, c'est moi à l'intérieur. Et si vous voyez un exemple, vous avez des composants de l'ordinateur. Et donc, des racks, comme ça, on appelle des racks de computation. Il y en a peut-être 300, 400 à l'intérieur. Donc, imaginez tout le filage, ils sont tous connectés ensemble. C'est extrêmement gros. Donc, je suis très content ici parce que c'est assez rare qu'on ait le droit d'aller le visiter parce que vous imaginez, c'est de la très haute technologie. En général, on ne demande pas dans le calculateur. On envoie nos choses à distance. Donc là, c'est une occasion spéciale où on a le droit de faire une visite, là. Et j'étais plutôt excité. Donc, comme je vous disais, je fais toutes ces simulations-là et j'obtiens quelque chose comme ça ici. Ici, ce que vous avez, c'est le taux de formation stellaire ou le taux à laquelle les étoiles naissent en masse solaire par année. En d'autres mots, le nombre d'étoiles par année qui apparaissent. On pourrait dire ça comme ça. En fonction du temps. Et ici, on a le temps en milliards d'années, notez, donc la simulation est très longue. Et donc là, je compare deux types de galaxies différentes. Et là, je vais bien montrer que dans un type de galaxie, eh bien, il y a ce grand pic dans la naissance, une espèce de boom de naissance, un peu qui arrive à peu près au bout de 500 millions d'années. Alors que dans le deuxième cycle, il n'y a pas de pic de naissance. On a une continuité de la naissance assez soutenue. Donc, on voit vraiment que c'est des populations très différentes qui vont arriver suite à cette évolution. Et l'intérêt un peu, c'est oui, je trouve le taux, mais c'est pourquoi ce taux-là est différent. Donc, je regarde qu'est-ce qui se passe dans la température, qu'est-ce qui se passe dans la quantité de gaz, qu'est-ce qui se passe dans la dynamique de la galaxie. Physiquement, pourquoi ces deux galaxies-là, qui pourtant, vous dites, sont quand même assez semblables, ils ont de petites différences, pourquoi on voit une aussi grosse différence dans le taux de naissance des étoiles?
Et si vous avez des questions, évidemment, là, on va essayer avec Julie. Ici, vous avez une image des simulations. On va essayer de vous montrer une animation maintenant des galaxies que je simule à l'ordinateur. Donc, vous allez voir de quoi ça a l'air finalement le résultat final de la simulation. Donc là, vous êtes capable de voir en arrière, vous voyez dans les carrés. Excuse-moi, Christian, il y a comme une fenêtre hein, qui est dans le milieu du chemin. Attendez-moi une Oui, ici. seconde, là. Je vais essayer. Ça le faisait pas tantôt, évidemment, ça fait quand on est en direct. Bon, je vais essayer quelque chose. Je vais juste tasser un petit peu. Ouais, c'est un petit peu désagréable, cette fenêtre-là. Je sais pas, il y a vraiment un carré dans le milieu, hein? Oui. Je sais pas trop pourquoi. Écoute, parle de un, puis je vais tasser quand tu vas parler de l'autre. Donc, on va parler de celui à gauche. En ce moment, celui que vous voyez bien au complet. Donc, ça ici, c'est le gaz dans la galaxie. Donc, comme vous voyez, c'est très diffus, le gaz. Il y en a un peu partout. Et là, vous voyez la simulation. Elle est en boucle, évidemment. Donc, vous la voyez tourner d'abord. Vous voyez les bulles qui se forment. Chacune des bulles qui apparaissent tout à coup puis disparaissent avec le temps, c'est des événements d'explosion des étoiles. Donc, chaque fois qu'une étoile explose, ça fait une quantité énorme d'énergie au point où ça vient modifier de manière microscopique toute l'allure de la galaxie. Donc ça, c'est assez important. Mais vous voyez aussi, si vous faites attention, là, si vous êtes subtil dans vos regards, vous allez voir que la quantité de gaz aussi va venir diminuer avec le temps. Donc, à mesure que la formation, qu'il y a de plus en plus d'étoiles qui naissent, il y a de moins en moins de gaz présents. L'image de droite, si on demande à Julie de me tasser un petit peu. Donc, dans l'image de droite, ce que vous voyez, c'est plutôt les étoiles que vous voyez. Donc là, vous voyez que les étoiles, c'est plus ponctuel. Dans le cas de cette simulation-ci, un point, donc vous voyez une des petites bulles, ne représente pas une étoile, elle représente un groupe d'étoiles. Ça serait beaucoup trop long de faire une étoile par point. Donc, c'est un groupe d'étoiles. Et là, vous les voyez évoluer et vous voyez que les étoiles, ils disparaissent beaucoup moins que les gaz. Donc, ça donne une indice là, sur l'espérance de vie. En fait, il y a beaucoup d'étoiles qui vivent très, très, très longtemps. En fait, la majorité des étoiles vivent très longtemps et c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup d'étoiles disparaître. Une fois qu'elles naissent, elles restent là très longtemps. Il y en a un petit nombre qui disparaît, par contre. Et c'est ceux qu'on voyait dans l'image précédente. Et ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous présenter. J'espère que vous avez à la présentation. Si vous avez des questions sur le sujet, sur l'évolution du taux de formation, sur les simulations numériques ou sur tout simplement le domaine de la recherche, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Vous pouvez m'écrire à l'adresse officielle à la découverte de l'univers ou ici même, évidemment, ça serait l'idéal. Si vous avez aussi des questions plus générales sur à la découverte de l'univers ou sur l'astronomie, je suis évidemment disponible pour ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Christian. Là, je suis désolée pour ceux qui voyaient moins bien l'image. Dans l'enregistrement, je crois que ça devrait bien fonctionner. Au pire, on va essayer de trouver une façon que vous ayez accès à l'animation, là. Merci beaucoup, Christian. C'était très intéressant. Moi-même, il y avait des points de ta recherche que je ne connaissais pas. Alors, c'est intéressant. Alors, si vous avez des questions, là, encore une fois, profitez-en. Pour ceux qui sont en ligne, vous êtes un petit groupe, donc vous avez le temps de poser tout ce que vous avez toujours voulu savoir à un étudiant en astrophysique, à quelqu'un qui donne la formation justement en astronomie depuis plusieurs années. Donc, c'est votre chance de poser des questions. Donc, on va vous laisser du temps pour écrire aussi. Je vais peut-être ramener les présentations, les PowerPoint des premières semaines. Donc, si vous avez des points, peut-être qu'en voyant le contenu, ça va vous rappeler des questions. Mais avant, là, avant de changer dans le fond de présentation, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Christian? En fait, moi, j'en aurais une, Christian, un peu. Ben là, tu parlais, tu finis ta maîtrise, justement, donc ce projet de recherche-là va se finir. Mais je sais que tu commences ton doctorat très bientôt. Est-ce que tu continues dans le même sujet? Est-ce que c'est plus pour pousser la recherche encore plus loin par rapport à ce que tu fais présentement? Oui, en effet, Julie, je commence mon projet de doctorat, donc, comme je l'ai dit, dès cet hiver. Et l'objectif jusqu'à maintenant va probablement être de pousser beaucoup plus loin ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, je vous dirais, en ce moment, on a effleuré la surface du domaine.
On a trouvé quelques résultats intéressants, des résultats que je dirais surtout prometteurs. Donc, ça montre qu'il y a quelque chose de très intéressant derrière cette évolution de la formation stellaire. Et donc là, pour le doctorat, je vais faire ça de manière beaucoup plus exhaustive et rajouter finalement des concepts plus complexes, avancer finalement le savoir dans le domaine, mais toujours dans la même continuité. OK, intéressant. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Alors, pendant ce temps-là, moi, je continue de parler là, pour vous donner du temps du temps à écrire. Pour ceux qui connaissent moins, ben, dans le fond, la question est arrivée, donc je vais attendre pour la mienne. Donc, la question est à propos du diagramme de l'évolution stellaire. J'ai pas compris comment le pic disparaisse lors de l'inverse du diagramme. Je pense, je vais vous montrer. Vous me parlez de ce diagramme-ci, probablement? Oui. Donc, donc ici, ce que vous avez, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est la formation stellaire dans deux types de galaxies différentes. Donc, les galaxies, au départ, elles étaient identiques, mais on les force à évoluer dans des directions différentes. On les pousse finalement dans des directions différentes. Au départ, ici, c'est le taux de formation stellaire, donc le nombre de naissances par année d'étoiles, qui au départ grimpe à mesure que de plus en plus d'étoiles qui vont naître. Mais à un certain moment, les étoiles ont consommé beaucoup de gaz, il en reste presque plus. C'est comme s'il n'y avait plus de matière première pour faire les étoiles. Et donc là, on a une certaine chute du taux de naissance. Il ne devient pas nul, donc c'est pas qu'il n'y a plus d'étoiles qui naissent, c'est que ça se passe de manière moins brusque, disons. Au contraire, dans le deuxième type d'étoiles, de galaxies, vous avez une formation qui est beaucoup plus continue. Donc, on a quelque chose qui monte très lentement. Donc, on n'a pas ce pic, si je vous montre ici. Le pic ici consomme beaucoup de gaz, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étoiles qui naissent à ce moment-ci. Alors qu'ici, sans ce pic, on dit que le gaz, finalement, reste beaucoup plus longtemps dans la galaxie. On n'a pas cette consommation aussi rapide de gaz. Donc, quand je vous ai dit, le gaz retourne, oui, mais le rythme auquel il retourne est assez lent. Donc, c'est pour ça que dans un cas comme celui-ci, la galaxie forme beaucoup d'étoiles, tout le gaz est pris dans les étoiles, et donc la formation diminue, alors que dans ce cas-ci, comme la formation stellaire est plus lente, on n'a jamais cette espèce d'inversion de la tendance du haut vers le bas. C'est le même diagramme en haut et à gauche, mais c'est la même chose qu'on montre, mais pour deux galaxies différentes. Donc, c'est la formation stellaire dans les deux cas, mais pour deux, par exemple, je pourrais vous dire pour deux espèces différentes. Ou si on prend l'exemple des pyramides d'âge, ça serait pour un pays et un autre. Par exemple, on pourrait dire ici c'est la France, ici c'est le Canada. Donc, on pourrait dire en France, il serait né beaucoup de gens telle année, et ensuite, bon, le taux de naissance aurait grandement diminué par la suite. Au contraire, au Canada, il n'y aurait jamais eu ce pic, donc on aurait maintenu toujours une croissance de la population à peu près constante dans l'histoire. Oui, merci. Ça explique très bien l'analogie avec les pays. C'est intéressant. Je vois qu'il y a d'autres questions qui s'en viennent. Donc, encore une fois, là, si vous êtes en ligne, gênez-vous pas pour poser des questions. On est là pour là. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont écouter l'enregistrement par la suite, là. Mais donc, si vous avez des questions, même par la suite, pour ceux qui écoutent l'enregistrement, gênez-vous pas pour nous écrire. Si vous avez des questions pour Christian, écrivez-lui directement aussi à son adresse pour la formation, là, ou sur Facebook. Bref, vous pouvez trouver une façon de le rejoindre. Pendant que les gens peut-être pensent à d'autres questions, moi je reviens un petit peu sur l'aspect recherche parce que des fois, bon, c'est pour les enseignants ici, la formation ou les gens qui travaillent en vulgarisation de l'astronomie, on en a quelques-uns de différents musées aussi qui participent à la formation, mais on connaît moins un peu le monde de la recherche. Alors là, tu parlais que tu vas continuer au doctorat. Par la suite, c'est quoi un peu la continuité, donc une fois que tu as ton doctorat, c'est quoi que tu espères faire par la suite, un peu le monde de la recherche, dans quoi tu t'embarques pour les prochaines années? Oui, donc, c'est une excellente question parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas forcément parler souvent. Donc, je commence le doctorat, comme je vous l'ai dit, cet hiver.
et ça devrait durer entre 3 et 5 ans. Donc, ça peut être assez variable. On fait une période là, suffisante pour compléter le travail qu'on a à faire. Généralement, par la suite, la plupart des chercheurs vont chercher ce qu'on appelle un post-doctorat. Donc, un stage post-doctoral qui est généralement un stage d'une durée de 1 à 3 ans. On en fait généralement 1 ou 2, donc ça peut durer facilement 5 ans, cette période-là, dans laquelle on devient une espèce de chercheur semi-indépendant. Donc, au doctorat, on est encore un étudiant, en quelque sorte. On apprend à être chercheur. Au stage postdoctoral, on prouve, en quelque sorte, qu'on est assez bon. C'est une espèce de période d'essai pour voir si on a suffisamment acquis, si on est suffisamment talentueux, si on a assez compris. Au bout de ces, disons, 2 à 5 ans de stage postdoctoraux dans lesquels c'est le moment le plus productif de la carrière d'un chercheur, généralement. On fait beaucoup de recherches, on est rendu très bon, on connaît notre sujet par cœur. Donc, au bout de ce temps-là, on va aller chercher un poste généralement soit de chercheur, soit de professeur universitaire, pour continuer finalement à faire de la recherche et enseigner en même temps. C'est, disons, la voie classique. J'espère bien pouvoir être chercheur dans ce genre de choses-là, donc c'est un peu mon objectif. Ça demande beaucoup de travail, c'est un milieu extrêmement compétitif, donc faut aussi toujours avoir un deuxième choix dans ses mains. Dans mon cas, en travaillant sur des simulations, je développe quand même beaucoup de compétences informatiques, donc je sais que si jamais, parce que c'est un milieu extrêmement compétitif, ça ne marchait pas, j'ai toujours un deuxième choix, mais j'espère et je travaille extrêmement fort là, à pouvoir continuer dans le domaine de la recherche astrophysique parce que ça me passionne énormément. On te le souhaite, Christian. Merci. OK, alors ce que je vais faire, je vais enlever la présentation de Christian, je vais amener le PowerPoint de la semaine 1. Alors peut-être passer rapidement si certains ont des questions sur des sujets justement qui ont été présentés la semaine et ensuite on fera un bref retour rapide sur la deuxième aussi, mais gênez-vous pas pour poser des questions qui ne sont pas dans la formation aussi. Alors c'est votre chance présentement de vraiment poser des questions sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'astronomie. On n'aura peut-être pas toutes les réponses, hein, comme je vous l'expliquais, c'est impossible de tout savoir en astronomie, mais si vous avez des questions, allez-y là sur différents sujets. Alors, je reviens, en fait, je vais passer rapidement là sur la définition de l'astronomie. Je voulais amener un peu le domaine multidisciplinaire. Et là, oups, excusez, si vous avez je serais curieuse un peu de savoir, les gens qui sont en ligne ici, est-ce qu'il y a une partie de l'astronomie qui vous intéresse particulièrement? Est-ce qu'il y a un des sujets ici que vous aimez bien expliquer en classe ou un angle différent avec lequel vous abordez l'astronomie? Je sais que certains d'entre vous qui sont en ligne présentement font déjà de l'enseignement ou de la vulgarisation de l'astronomie. Alors, je serais curieuse de savoir là, si vous voulez partager cette information-là. Là, je suis en train de penser, comme on est un petit groupe, ce serait peut-être possible pour moi, si vous avez un microphone, de vous permettre à chaque personne, indépendamment, séparément, pas tout le monde en même temps, mais chaque personne séparément, si vous voulez poser des questions par votre microphone, on pourrait le faire aussi. Alors, attendez-moi un instant, là, je viens de... Alors, vous devez maintenant avoir un bouton avec votre microphone. S'il y en a qui ont un microphone qui veulent vous poser des questions, vous pouvez l'ouvrir vous-même et peut-être nous parler. On va l'essayer. C'est la première fois qu'on fait une période questions-réponses comme ça. Alors, certains d'entre vous sont intéressés. Vous n'êtes pas obligés, évidemment. Vous pouvez toujours continuer à parler, à écrire dans la conversation dans le bas. Surtout ceux qui n'ont pas de microphone, stressez-vous pas. Vous pouvez simplement écrire. Alors, je vous laisse l'option, là, si vous voulez poser des questions. Je crois que vous seriez capable vous-même de le faire. Ça devrait. En tout cas, écrivez-moi si ça fait un problème. Bon, ben en tout cas, pendant que peut-être vous y pensez, comme j'ai mentionné, justement, l'astronomie, c'est un domaine très multidisciplinaire. Moi, personnellement, ce qui me fascine beaucoup de ce temps-ci, c'est toute la recherche qui se fait au niveau des possibilités de vie extraterrestre. Je n'avais parlé un petit peu, toutes les découvertes d'exoplanètes. Et maintenant, là, on pousse vraiment là, la recherche. Là, on voit quasiment les limites en fait qui sont repoussées là, assez régulièrement, capable d'identifier un peu ce qu'il y a dans l'atmosphère de ces exoplanètes-là.
Donc, on est vraiment dans un domaine hyper intéressant en astronomie pour la découverte d'autres mondes, d'autres planètes. Et si on retourne seulement 20 ans en arrière, on n'avait jamais découvert d'exoplanètes. Alors, c'est quand même un domaine très récent. Et personnellement, là, je trouve ça vraiment fascinant, là, tout ce que ça peut permettre. Autant avant, les gens riaient un peu en disant la recherche de vie extraterrestre, les petits bonhommes verts. Autant maintenant, c'est un domaine très crédible, très intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro et qui aurait une question à poser? J'ai cru voir un micro ouvert. Oui, bonjour. Bonsoir. Vous Bonsoir. entendez? Oui, on vous entend très bien. Ben Daho, Abdellatif du Maroc. Je vous remercie beaucoup pour cette formation. Ça fait plaisir. Je suis très ravi d'être un candidat parmi vous, parmi cette formation. Bon, je m'intéresse à la discipline astronomique qui est liée à l'astronomie, c'est la géologie, c'est-à-dire la planétologie. J'étais surpris lors de la première semaine par le nombre très très élevé des nouveaux planètes que nous avez donné sur le euh, sur le stellarium. Bon, j'ai déjà utilisé le stellarium, j'ai dit lors des bon, c'est pas je veux dire que j'ai utilisé le stellarium dans son ancienne version. Oui. Cette version, c'est très, très, très utile et très, très motivé. Il donne beaucoup de formations, d'informations, surtout pour l'actualité. Oui. Ma question, c'est comment activer la planétologie avec les enfants? Est-ce qu'il y a des idées pour cette branche? Et merci. Et merci beaucoup de votre commentaire et de votre question. Oui, j'imagine que vous parlez dans Stellarium, la nouvelle fonction où on peut faire afficher toutes les exoplanètes. Et je dois avouer, moi aussi, que c'était la première fois que j'utilisais la dernière version de Stellarium. Et c'est assez impressionnant là, quand on va dans le coin de Kepler, où le télescope Kepler pointe dans le ciel. C'est super beau à voir toutes les exoplanètes qui sont là. Donc, ça permet de rendre ça plus concret un peu, là, où elles sont, ces exoplanètes qu'on a découvert dans le ciel. Oui, votre question, la planétologie, je dois avouer que récemment, j'ai vraiment un faible pour la mission New Horizons vers Pluton, parce que Pluton est au-delà de toutes les attentes. Et peu importe là, qu'on l'appelle planète ou planète naine, c'est un monde super intéressant à étudier. Il y a eu tellement de... En fait, la géologie de Pluton est fascinante parce qu'on y retrouve des choses qu'on s'y attendait pas. En fait, des montagnes de plusieurs kilomètres de haut de glace, par exemple, des volcans de glace aussi récemment qu'on a annoncé. Donc, exactement, une activité, là, en fait, je vais vous en donner une la semaine prochaine, une activité un peu pour comparer les mondes et on peut en même temps regarder les différentes surfaces. Mais vraiment, j'irais juste simplement peut-être prendre des photos de surface, pas juste la planète au complet, mais des photos de différents endroits sur les surfaces, puis amener les enfants à commenter, à comparer, essayer de deviner sur quelle planète ça peut être aussi, parce que quand on regarde de plus près, ce n'est pas du tout évident. Comme par exemple, Pluton est tellement intéressante, là, même si c'est un petit monde, sa surface est tellement intéressante. Donc, simplement de comparer, voir qu'est-ce qu'on peut deviner vu juste en regardant les photos, parce que c'est ça au départ, quand on regarde les nouvelles planètes, c'est simplement on voit les photos avant même de pouvoir les étudier. Bon, oui, il y a différents instruments à bord, hein. Mais quand on regarde à ce moment-là les différentes planètes du système solaire, par exemple, avec les photos, on peut comparer un peu, puis qu'est-ce qu'on voit à la surface. Donc, un exemple, c'est beaucoup le nombre de cratères qu'il y a à la surface, hein. Et d'ailleurs, je vous invite, si pendant que j'y pense, parce qu'au lieu de vous reparler toute de cette présentation-là, sur le site web de la découverte de l'univers, vous pouvez encore vous inscrire à un webinaire qui a eu lieu il y a plus d'un mois quand même sur la mission Pluton et New Horizons. Et je fais la première partie et je parle justement de comment on étudie les premières images, entre autres par le nombre de cratères. Donc, plus il y a de cratères sur la surface d'un objet,
plus ça nous montre que sa surface est vieille. Alors que Pluton, par exemple, il y a des endroits sur sa surface qu'on ne voit plus les cratères, ce qui veut dire que la surface s'est renouvelée. Donc, la surface a été frappée par beaucoup d'autres objets, donc il y a eu des cratères, mais si on ne les voit plus, c'est que quelque chose a été les a cachés. Alors, je l'explique un peu mieux dans ce webinaire-là, et en passant dans la deuxième partie du webinaire sur Pluton, auquel vous pouvez encore vous inscrire, j'ai un navigateur de la mission, en fait, quelqu'un qui habite justement à la ville de Québec, mais qui est un des navigateurs pour la mission New Horizons et qui nous explique comment il fait son travail, comment il guide la sonde vers Pluton. Il était excellent, très bon conférencier, donc je vous invite à aller vous inscrire et à ce moment-là, je vous enverrai le lien vers l'enregistrement de la mission New Horizons, du webinaire sur la mission New Horizons. Alors, c'était une longue réponse à votre question, mais bon, il y a plein de sujets intéressants sur ça. Comme vous avez mentionné, justement, oui, on peut créer des maquettes des planètes. C'est sûr, en fait, il y a tellement de possibilités. Là, si on veut vraiment plus créer, c'est très intéressant aussi. Alors, c'était ma longue réponse. S'il y en a d'autres, bonjour, il y en a quelques-uns qui se sont joints à nous pendant que je parlais. Alors, quelqu'un de France aussi avec nous présentement. Donc, encore une fois, hein, vous êtes un petit groupe, donc gênez-vous pas pour poser des questions. C'est votre chance là, de nous poser des questions à moi et Christian. Sinon, Julie, j'ajouterais quelque chose qu'on oublie parfois, c'est aussi de parler des lunes. Donc, Jupiter et Saturne ont beaucoup de lunes extrêmement intéressantes, avec des conditions complètement inconnues, et c'est des endroits qui seraient réalistes d'aller visiter dans un temps pas si court, pas si éloigné de ça, donc à l'heure de sonde et tout. Donc, quand on parle de planétologie, on parle souvent donc des planètes du système solaire, on parle des exoplanètes, mais il ne faut pas oublier les incroyables lunes de Jupiter et de Saturne. Très bon point, Christian. Je dois avouer que je suis une fan un peu de ces objets qui ne sont pas des planètes, qui sont méconnus du public parce qu'on apprend aux enfants les 8 planètes du système solaire, mais il y en a d'autres qui sont tellement intéressantes. Donc, justement, les lunes, les planètes naines, c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier. Personnellement, j'aime beaucoup Titan, la lune principale de Saturne, qui est un monde super intéressant. En fait, sa géologie, justement, tout ce qui se passe à sa surface, c'est plus fascinant que certaines planètes, comme Mercure, qui sont plutôt des mondes rocheux, sans trop d'activité. Mais bon, personne connaît Titan. Ben, en fait, pas personne, mais beaucoup moins de personnes vont connaître Titan parce que c'est une lune et non une planète directement. Alors, bon point. Merci, Christian. Si j'augmente rapidement, donc on avait parlé du ciel à l'œil nu la première semaine aussi. Et quand j'ai fait la partie stellarium sur le ciel, justement, je l'ai fait pour trois latitudes différentes. Mais je vous recommande fortement d'aller écouter, comme Christian l'a écrit sur Facebook, mais je trouve c'est intéressant aussi d'aller écouter la partie, disons que vous êtes à une latitude plus au nord, soit 20 degrés ou 45 degrés, allez écouter celui de l'équateur et vice-versa. Je sais qu'on a des gens du Gabon qui sont près de l'équateur, alors allez écouter une autre latitude et ça nous permet de bien comprendre en 3D comment ça fonctionne. Alors, c'est vrai que celui de l'équateur, il est différent des autres hein, et ça vaut la peine, je trouve, de le regarder. Et là, je vois que Christian a mis sa flèche. Vas-y, Christian, explique. Donc oui, plutôt, je vous ai montré une image de la nébuleuse d'Orion en vous disant qu'elle se trouve dans l'épée. Donc vous la voyez juste, en fait, elle serait juste ici, là. C'est un objet que vous pouvez voir assez facilement à l'aide d'un petit télescope ou de lunettes. Vous pouvez voir une tache floue située à peu près ici, là. Je ne sais plus c'est laquelle exactement, mais vous pouvez voir cet objet-là visuellement. Et l'image que je vous ai montrée, évidemment, c'est une image de Hubble. Donc, vous n'obtiendrez pas cette qualité-là chez vous, mais quand même, vous allez avoir quelque chose de pas pire. Oui, c'est intéressant, en effet, de regarder dans cette région du ciel. Mais ce qui est le fun pour une formation à l'international, c'est qu'Orion est autant visible dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Donc, n'importe qui ici peut voir Orion et voir justement la nébuleuse d'Orion là, à l'œil nu, une petite tache floue aux jumelles. Déjà, on commence à voir un peu plus la nébulosité. Alors, ça vaut la peine de la regarder. Donc, je vais, en fait, comme le temps avance, je veux qu'on permette de voir un peu la semaine 2. La semaine 1, c'était beaucoup, bon, le ciel à l'œil nu, différents phénomènes. Je parlerai pas de tous les phénomènes durant la formation. C'est quand même une formation sur 3 semaines. L'astronomie, c'est tout l'univers, tout ce qui a déjà existé et tout ce qui existera un jour. Alors, je peux pas tout couvrir en 3 semaines. Mais si vous avez des questions, hein, encore une fois, plus spécifiques sur des sujets qu'on ne couvrira pas, gênez-vous pas pour nous contacter.
La semaine prochaine, on va vraiment faire plus comme un voyage dans l'espace là, de la Terre à l'infini. Parler du système solaire et ensuite vers l'extérieur aussi, voir certains des objets dont Christian vous a parlé un petit peu plus tôt. Oui, donc la nébuleuse d'Orion est un prototype de naissance des étoiles. En effet, quand on parle d'une nébuleuse où les étoiles se forment, souvent on utilise la nébuleuse d'Orion parce que c'est une des plus connues dans le ciel. La semaine 1, je finissais le PowerPoint en vous parlant des deux points de vue et j'y reviens souvent parce que ça, je trouve que c'est vraiment à la base de la compréhension de plusieurs concepts en astronomie. Le point de vue de la Terre et le point de vue de l'extérieur, qui est pas si facile à réconcilier pour certaines personnes. Ça prend un peu d'expérience et éventuellement, ça devient plus facile, mais au départ, ça peut paraître... En fait, si ça vous déstabilise un peu, vous avez de la difficulté à visualiser, c'est surtout pour vous dire de ne pas vous inquiéter, c'est normal. Et ça va devenir plus facile avec le temps. Parce qu'au départ, là, de vraiment comprendre qu'est-ce qu'on voit de la Terre versus qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur, ce n'est pas toujours facile. Je vois qu'il y a une question qui s'en vient. J'aime bien qu'Adobe Connect nous dise quand il y a une question qui s'en vient. Alors, je ne quitterai pas tout de suite mon webinaire, cette présentation-là, mais en fait, je voulais juste vérifier aussi s'il y en a d'entre vous qui connaissaient des cartes du ciel en français. Donc, quand je vous en avais parlé, justement, je vous ai montré SkyMap, mais je n'avais pas trouvé d'équivalent en français. Donc, je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissaient. Ah, Sacha, vous dites que l'animation du CDP permet d'éclaircir un peu le sujet. Ben, tant mieux si vous l'avez trouvé intéressante. J'avais bien aimé aussi le Centre de développement pédagogique qui est situé au Québec, qui a fait une belle animation justement sur les mouvements de la Terre et de la Lune. Donc, je me permets de la mentionner même à l'extérieur du Québec parce que je trouve qu'elle est très, très bien faite pour visualiser là, les mouvements. Et comme elle est sur le web, vous pouvez la réutiliser, que vous soyez de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre côté. Il n'y a pas de problème. Alors, Bendarou, je vois que vous êtes, je crois, celle de l'AFA. Ça, c'est l'Association française d'astronomie, je crois. Si vous avez le lien, ça pourrait être intéressant. Je le partagerai. Oui, OK. J'essaierai de trouver si vous avez des cartes du ciel de eux. En fait, je sais que, par exemple, le Planétarium de Montréal a des belles cartes du ciel aussi, mais évidemment, c'est pour des latitudes autour de 45 degrés, donc de Montréal. Ce qui est intéressant avec Sky Maps, c'est que on peut aller voir d'autres cartes. Hein. Mais merci, je vais aller vérifier plus tard un peu votre lien que vous avez donné. OK, alors je vais amener la deuxième semaine, alors faire un retour rapidement. Et ça sera pas long. Alors, la deuxième semaine, c'était vraiment les concepts Terre-Lune. En fait, je ne sais pas si vous avez tout écouté déjà les vidéos de cette semaine-ci. Donc, on parle justement des mouvements de la Terre, les mouvements de la Lune. En fait, il y a beaucoup de contenu ici parce que quand on pense au programme, souvent qu'on va expliquer aux enfants en astronomie, ça commence par ces concepts-là, à leur faire réaliser que l'alternance des jours et des nuits est due à la rotation de la Terre, que le phénomène, la révolution, mais aussi le phénomène des saisons, qui semble de base, mais qui en fait qui est assez complexe dans le sens que la plupart des gens, même adultes, vont penser encore que c'est à cause de la distance au Soleil. Alors, c'est un concept qui vaut la peine de bien être expliqué, visualisé de différentes façons parce que la plupart des adultes en tout cas ici, auxquels je parle ou que des fois je rencontre, vont dire spontanément que c'est la distance au soleil et on les blâme pas parce que c'est évident, quand on est plus proche d'un feu, par exemple, c'est plus chaud. Donc les gens vont tout de suite à se faire la même association pour l'espace. On a aussi vu là, le mouvement de la Lune, donc encore une fois le concept des phases de la Lune qui peut être observé de partout, mais qui prend encore un certain temps aussi à visualiser. Mais enfin, on peut l'expliquer dans différentes phases, donc différentes étapes, je pourrais dire. Au départ, c'est seulement les observer, faire réaliser aux enfants que sur un cycle d'un mois, la Lune change de forme et qu'elle revient, disons, la pleine Lune à chaque mois environ. Et ensuite, on peut plus tard, quand les enfants sont plus vieux, essayer de leur expliquer vraiment le phénomène du pourquoi des phases de la Lune. Alors, je passe rapidement, pour ceux qui, si vous avez des questions, allez-y. Donc, à ce site web-là, j'espère que vous l'avez regardé. Moi, c'est un coup de cœur des dernières semaines, des derniers mois. Vraiment, j'aime ça voir la Terre
pratiquement en direct. Et ce qui était intéressant, c'était, par exemple, quand il y a des cyclones sur la Terre, on peut les voir aussi. Donc, on peut voir directement aussi les tempêtes là, qui sont visibles. Bon, c'est sûr que le satellite est centré au-dessus de l'équateur. Donc, par exemple, pour moi, voir où j'habite au Canada, c'est un peu moins évident parce que c'est dans le haut. Mais quand même, ça nous permet de voir là, très bien toute la Terre quand elle tourne. Donc, un beau coup de cœur. Merci Sacha des commentaires. Donc les images de la NASA que vous nous proposez sont vraiment passionnantes et époustouflantes. Merci. En fait, c'est ça un peu mon travail, hein, c'est de trouver le meilleur qui existe et vous le remettre d'une façon accessible et facile. Donc ça me fait plaisir. Celle-là, c'était un de mes coups de cœur. D'ailleurs, parlant de coups de cœur, là j'ai rien, là j'ai pas le lien ici, mais il y a des animations qui ont été faites. Bon, l'année dernière, il y a pratiquement un an, la sonde Rosetta qui est en orbite autour de la comète. Donc, il y a pratiquement un an, en fait, c'est le robot Philae qui a descendu vers la comète. C'était atterri, qui avait rebondi, bon, qui a eu toute une saga en arrière, mais qui a été vraiment un succès, là, parce qu'on a eu beaucoup d'informations qui est revenue. Et la mission a continué par après. Donc, Rosetta, la sonde, est toujours en orbite autour de la comète Chury. Je vais utiliser Chury, c'est moins long pour le nom complet de la comète. Et ils ont fait de superbes animations avec vraiment là en dessin animé avec Rosetta et Philae. Alors, je vais, en fait, pendant que je vous parle, je crois que je vais essayer d'aller trouver, ou bien je vais renvoyer une question à Christian pour avoir le temps de, ah ben, ok, pendant que je trouve l'information, le lien, oui, allez-y. Dans le fond, quelqu'un veut parler ici. Alors, ouvrez votre micro et allez-y une minute pendant que je trouve l'information en arrière-plan. Est-ce que ça vous va? Oui, bonsoir. Parfait. Bonsoir. Je vous laisse la parole. Bon, je veux, merci. Je veux parler du réseau marocain des amateurs en astronomie au Maroc. C'est un réseau qui est créé par un peu plusieurs clubs et associations en astronomie. Le but, c'est vulgariser l'astronomie au Maroc. Comme vous connaissez, même au Canada, il y a l'astronomie est un sujet que les gens ne s'intéressent pas beaucoup. Alors, on essaie de vulgariser le but, l'animation ou l'activité qu'on utilise beaucoup, c'est on travaille avec les enfants, c'est-à-dire dans le milieu scolaire, par, c'est-à-dire à peu près presque les mêmes démarches que vous avez dans les cours, dans cette formation. C'est-à-dire on parle de la Terre, le système de Terre, Lune, Soleil. Mais c'est le plus important, c'est qu'on utilise les maquettes, par exemple, un simple exemple du système solaire. Pour que les enfants comprennent le système solaire, on travaille par des photos du système solaire. Les enfants se familiarisent avec les planètes et apprennent c'est-à-dire, je veux dire, le, le, c'est-à-dire que le Mercure est plus près que dans le Soleil, vient après Vénus, puis la Terre, et comme ça. L'ordre des planètes, Et oui. merci. L'ordre, oui, c'est ça ce que je veux dire, c'est l'ordre des planètes. Et merci beaucoup. Pas de problème. Bien oui, c'est intéressant parce qu'en fait, ben, vous parlez du Maroc, mais des associations comme ça, il y en a dans plusieurs. Dans le fond, est-ce que je comprends bien que c'est une association d'astronomes? Est-ce que c'est amateur? Donc, c'est des gens qui le font dans leur loisir, ou bien c'est vraiment plutôt un réseau de gens de travail, dans le fond, de professionnels dans le domaine? Euh, Ah, vous avez... non, Oui? nous sommes juste nous sommes des amateurs, la plupart. Mais nous avons un astrophysicien à Marrakech, Monsieur Zoher, et il a déjà un observatoire à Marrakech. Il a participé dans un projet mondial d'observation du soleil. Je crois que c'est ISIS, quelque chose comme ça. Je me souviens pas. OK. Euh, oui.
aussi, il y a presque un professeur d'astronomie à Ifrane. À Ifrane, c'est Monsieur Hassan Dramaoui. OK. C'est intéressant parce que Et justement, la les plupart des clubs gens sont des amateurs. Oui. sont des amateurs. La Et plupart ça, sont je des voulais le amateurs, mentionner. oui. Oui, excusez, on a un petit délai à plusieurs milliers de kilomètres quand même. C'est quand même bien qu'on réussisse à se parler comme ça. Oui, donc dans plusieurs pays, donc je sais entre autres au Québec, au Canada, il y a des réseaux d'astronomes amateurs et c'est souvent une façon très facile et très intéressante de commencer en astronomie. Donc si vous êtes un enseignant, par exemple, et vous voulez plus de ressources, regardez s'il y a des associations d'astronomes amateurs dans votre région. Personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé quand j'avais fin d'adolescence, 16-17 ans. J'ai joint un club d'astronomie et c'est vraiment c'est vraiment là que j'ai connu un peu l'astronomie et que ma passion a continué. Donc, on a parlé de celui du Maroc. Je sais qu'il y en a, c'est difficile parce qu'ici, on a rejoint plusieurs pays. J'ai pas encore fait le décompte de pays, mais je sais qu'on en a plusieurs. Donc, il y en a dans différentes régions. Donc, il y a aussi en France, par exemple, les réseaux d'astronomes amateurs. Donc, c'est un bon point. En fait, merci de le mentionner. C'est aller chercher ces ressources-là dans vos régions s'il y en a. C'est très intéressant. Je pensais que Christian voulait dire quelque chose. Je vois que tu tiens ton micro. Oui, j'ai juste dit que j'ai envoyé le mauvais lien tantôt. Je pense que j'ai trouvé une vidéo où on parlait. J'ai envoyé le mauvais, je vous renvoie celui que je pense qui est le bon. C'est bon, oui, c'est ça. Je voyais que c'était pas le bon lien. Là, j'avais remarqué. J'en ai un lien ici aussi. Là, ça fait le lien vers les vidéos en anglais. Le dernier n'est pas encore traduit, mais tous les autres sont traduits. Donc, malheureusement, là, la page de Rosetta a tellement de ressources que j'ai de la misère à retrouver la page qui met vraiment tous les petites vidéos dans dans plusieurs langues, dont le français. Je vais essayer de la retrouver, mais au moins vous les avez en anglais pour l'instant. Personnellement, je trouve que c'est des chefs-d'œuvre de vulgarisation scientifique. C'est accessible pour les enfants, pour les adultes. Et la science y est expliquée parfois juste de la façon qu'on voit la sonde Rosetta goûter à l'eau de la comète, goûter à l'eau de la Terre dans le dernier, par exemple, puis dire est-ce que c'est le vrai ou pas. C'est une façon très simple, très visuelle d'expliquer la science que Rosetta fait. Donc, je parlais de coup de cœur, mais ça, c'en est un que j'en ai eu dans les dernières années, les petites animations Once Upon a Time, il était une fois de Rosetta, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne. Alors, bravo à l'équipe de vulgarisation en fait, d'éducation de l'Agence spatiale européenne. Ce sont vraiment de belles ressources. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais vous fournir un document avec plusieurs ressources et pour essayer de vous donner en fait, des liens, d'autres ressources que vous pouvez aller trouver sur le web, sur Internet. Donc, je vais essayer de vous en fournir quelques-unes de mes coups de cœur dans la prochaine semaine. Alors, je vois Sacha, vous avez ici le club d'astronomie se focalise sur la photographie d'objets du ciel profond et l'astronomie plus proche de nous, comme vous faites, est plus difficile à rencontrer. C'est intéressant, c'est un bon point parce que c'est vrai que maintenant, il y en a beaucoup d'astronomes amateurs qui se passionnent pour l'astrophotographie, maintenant que les caméras sont accessibles de plus en plus pour tous les gens, là, pas juste pour ceux qui ont des télescopes professionnels. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se spécialisent en astrophotographie. Donc, ça dépend des endroits, j'imagine. Je sais que j'en connais qui font beaucoup d'astrophotographie, mais d'autres personnes vont être, par exemple, ici au Québec, le réseau de la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Les gens, si on les contacte, il y a souvent des bénévoles qui vont être très heureux d'aller en classe, parler d'astronomie. Par exemple, souvent les gens qui sont à la retraite, donc qui n'ont plus de travail de jour, vont pouvoir aller le faire. Donc, j'imagine que ça dépend des endroits, effectivement. Alors, on approche de l'heure. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez là justement encore prendre quelques minutes. Je vais donner un petit peu de temps pour écrire tout en continuant à faire un peu une révision de ce qu'on a vu là dans les vidéos. Bon, j'avais mis les vitesses, hein, de se rendre compte qu'on voyage très rapidement. C'est toujours impressionnant pour petits et grands en général. Hein. Euh, bon, j'avais une animation ici. Là, je pense pas qu'elle va jouer dans. Non, c'est ça, elle ne jouera pas. Le seul qu'on voyait la face cachée de la Lune, encore une fois, un coup de cœur de la mission, le satellite, la caméra épique là, sur le nouveau satellite Discover, je crois qu'on dit, celui que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Alors, simplement, la différence entre les 2 heures, les deux temps qu'on donne pour la durée d'une journée, ça, c'est peut-être quelque chose aussi qui était nouveau pour certains d'entre vous. Personnellement, je me souviens quand j'ai compris ce concept pour la première fois,
J'étais bien contente de le comprendre. Quand on prend le temps d'y penser, c'est logique, mais il faut le visualiser une fois pour finalement bien comprendre le concept. Alors, c'est intéressant d'en parler aussi. Alors, justement, on a parlé de l'animation du Centre de développement pédagogique. Le principe de révolution de la Terre, l'inclinaison de la Terre par rapport à quoi? Ça, des fois, j'en parle. Quand on dit que la Terre est inclinée, on voit les globes terrestres justement inclinés par rapport à quoi? Donc, il faut bien comprendre le plan de l'orbite, ainsi de suite, parce que dans l'espace, dans le fond, il n'y a pas de haut et de bas. Il faut se définir un système de référence pour ensuite mesurer nos angles. Et l'écliptique, c'est un autre concept qui est intéressant dans le sens, quand on veut réconcilier les deux points de vue, soit de la Terre ou de l'extérieur. Vu de l'extérieur, justement, bon, on voit c'est le plan de l'orbite de la Terre là, autour du Soleil, mais de notre perspective, dans le fond, c'est une ligne dans le ciel où le Soleil va apparaître. Donc, le Soleil, par définition, est toujours sur l'écliptique. Donc, encore une fois, un concept que si on regarde le point de vue extérieur ou de la Terre, il faut y penser un petit peu pour rejoindre les deux. Et évidemment, les planètes, à ce moment-là, quand on observe le ciel, les planètes vont toujours être près de l'écliptique. Alors, par exemple, dans l'hémisphère nord, la constellation de la Grande Ourse, qui est très connue, on ne verra jamais une planète face à la constellation de la Grande Ourse, parce que les planètes vont être le long de l'écliptique, et à ce moment-là, c'est les constellations qui sont le long de l'écliptique, comme vous avez peut-être vu dans l'activité, c'est ce qu'on appelle les constellations du zodiaque. Alors, c'est seulement devant ces constellations que les planètes peuvent être placées. Oui, bon, mais Sacha, dans le fond, je vois que vous aviez une question. L'écliptique et les lignes dont on parle dans Stellarium. J'espère que, dans le fond, j'espère d'avoir répondu. Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai dit de plus de nouveau, mais si vous avez une question là-dessus, je pourrais toujours ramener Stellarium pour vous montrer un peu plus. Là, j'avais montré rapidement. Euh, je vais attendre de voir si vous avez d'autres questions là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut montrer dans Stellarium, mais là, je voudrais pas trop dépasser dans les prochaines minutes. Mais si vous avez des questions spécifiques sur Stellarium, là, justement, gênez-vous pas. C'est un logiciel qui a beaucoup de potentiel et ça vaut la peine d'apprendre à bien le maîtriser, qui est quand même assez simple au départ, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut présenter. Et ce qui est intéressant, encore une fois, il est gratuit. Hein, je retourne juste il y a 15 ans. Quand j'ai commencé en astronomie, en vulgarisation, c'était des logiciels qu'il fallait payer 200, 300 $ pour avoir. Il y en a encore, il y a des versions. J'utilise personnellement beaucoup Starry Night pour faire des images, donc il y a plus de possibilités. Mais pour les enseignants, je trouve que Stellarium fait très bien le travail. Alors, bon, on a parlé des saisons aussi. Alors, ça, c'est un concept intéressant parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et là, je sais que certains d'entre vous ne subissent pas les saisons de la même façon qu'on les subit ici aux latitudes plus au nord. Donc, c'est peut-être moins évident pour plusieurs enfants, mais ici, c'est assez frappant quand on passe d'une température de -20 en hiver à +30 en été. On sent très bien le changement de température et il y a beaucoup de changements. Alors, à ce moment-là, c'est un concept que les jeunes vivent là, durant une année, évidemment. J'avais fait une démonstration aussi sur les solstices, les équinoxes dans Stellarium. Donc, encore une fois, un potentiel, quelque chose qu'on peut utiliser dans Stellarium. Ah oui, je mentionne rapidement, je vois une question qui s'en vient, là, mais la précession, je vous ai parlé du mouvement de précession de la Terre. Enfin, je vais reprendre ma petite balle. Il y a aussi d'autres mouvements que la Terre fait. Il y a un mouvement de nutation. Je n'en ai pas parlé. En fait, l'angle de 23,5 degrés oscille un petit peu. Ce n'est pas toujours exactement 23,5 degrés. Donc, l'axe elle-même va bouger un petit peu. Mais ça, c'est d'autres mouvements, encore une fois, qui, sur une vie humaine, ne sont pas nécessairement perceptibles. Mais la précession, je trouvais intéressant parce que ça amène toute l'idée de l'étoile polaire. Est-ce que ça va toujours être l'étoile polaire? Et non, alors je trouve c'est intéressant là, de le mentionner. Euh, Starry Night, je sais pas si... Et voilà. Merci Christian. J'ai été plus rapide. Il y a aussi, je vous en envoie un autre. Donc, The Sky aussi peut fonctionner. En fait, Starry Night, moi je l'aime bien, mais il y en a quelques autres là, ils ont plus de possibilités que Stellarium. Stellarium, c'est super comme logiciel, mais c'est sûr, ça reste un logiciel gratuit, donc il y a certaines fonctionnalités qui sont moins poussées que ce qu'on peut avoir dans une version payante.
Alors, je vous le recommande là personnellement. Si vous l'utilisez souvent, donc pour faire des images, j'aime mieux des fois les fonctionnalités dans Starry Night. Oui, le mouvement d'une toupie, dans le fond, bien sûr, ça peut fonctionner. Là, c'est vrai pour la précession, justement. Je vois que Christian vient de rajouter une carte du ciel de Future Science, qui est un site français. Merci, Christian. Alors, on pouvait aller voir. En fait, Carte du ciel est un autre logiciel, une troisième alternative, là, c'est dans le même genre que Stellarium, Starry Night et compagnie. Super, merci beaucoup. Oui, intéressant. Là, je dois avouer que je suis moins familière avec l'utilisation voyons, excusez, d'un gnomon. Je dois avouer que je pense que j'ai jamais dit le mot même. Alors, il y a des mots comme ça, des fois qu'on lit et qu'on se rend compte qu'on n'a jamais même prononcé. C'est intéressant. Là, je dois avouer qu'il faudrait que je m'informe plus là, pour voir son utilisation pour repérer les solstices et les équinoxes directement. Il me semble qu'en fait, c'est ça par rapport au lien au cadran solaire. Mais exactement, pour repérer les solstices et les équinoxes, ça m'intrigue un petit peu. Moi, c'est ça, dans le fond, mais pour repérer les solstices et les équinoxes, j'essaie de visualiser, mais c'est intéressant. Si vous avez des liens ou des idées d'activités avec ça aussi, ça peut être intéressant de les partager avec tout le monde. Ah oui, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez aimé les petits tests ici pour tester vos connaissances? Est-ce que c'est utile? J'en avais une sur la Lune, mais j'en avais, c'est ça, la Lune avec laquelle l'heure se lève à la pleine Lune, et quelques-unes pour comprendre le jour et bon, vraiment le jour et ensuite l'été, là, comment on peut comprendre les saisons. Si vous avez des commentaires là-dessus, ça pourrait être intéressant de les partager. Mais là, je vois qu'on va terminer bientôt puisque je voulais garder ça quand même à l'intérieur d'une heure environ. Il y en a quelques personnes de plus là qui se sont jointes à nous. Je sais pas si, encore une fois, c'est des fois on se trompe un petit peu dans les heures là, quand on donne le temps universel, les heures à différents endroits. Je sais pas s'il y en a qui se joignent à nous présentement et qui se rendent compte que c'est déjà commencé. Juste pour vous dire que, ben oui, c'est déjà commencé, mais dans le fond, c'est enregistré. Donc, vous pourrez écouter l'enregistrement. Je vais envoyer le lien soit plus tard aujourd'hui ou demain, tout dépendant de si j'ai le temps de le faire d'ici la fin de la journée ici. Alors, bon, à la fin, en fait, dans cette présentation-là, je parlais de la Lune. Je vais juste terminer rapidement. Euh, donc, la Lune, la différence avec la Terre, le fait qu'on voit toujours la même surface de la Lune, qui est un concept intéressant quand on prend le temps d'y penser. La grosseur de la Lune avec le concept de super-lune que les médias aiment bien. Et finalement, évidemment, les phases de la Lune, les éclipses, qui sont des concepts de base un peu là qu'on aime bien expliquer aux gens. Alors, je vais terminer ici pour moi, je pense. Si vous avez d'autres questions, s'il y en a qui aimeraient ouvrir leur micro pour dire deux petits mots, allez-y. Comme vous étiez un petit groupe, je vous ai donné le droit donc, je vous ai donné l'autorisation dans Adobe Connect pour ouvrir votre micro. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Oui, si vous voulez dire deux mots, vous pouvez y aller. Peut-être pas. Bien, merci à tous ceux qui se sont joints en direct avec nous. J'espère que ça fait intéressant. Bon, avec la présentation de Christian, moi-même, j'ai trouvé très intéressant de voir un peu le côté de la recherche. Il y a tellement de recherches différentes qui se font en astronomie, mais c'est intéressant de voir quelqu'un vraiment avec la recherche qu'il fait. Et ensuite, juste poser des questions. Si, encore une fois, si vous avez des questions par la suite, hein, on est vraiment là pour vous aider. Donc, soyez vraiment pas gênés, vous sentez-vous pas mal à l'aise de nous écrire ou si vous pensez que c'est une question de base, c'est pas grave, c'est vraiment, posez-les les questions. On est là pour ça. C'est un 3 semaines où vous avez justement accès à des gens pour répondre à vos questions en astronomie. Et comme certains d'entre vous travaillez déjà en vulgarisation de l'astronomie, gênez-vous pas pour partager des ressources. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas sur Facebook, par exemple, si vous avez un lien que vous voudriez partager, écrivez-moi directement. Je vais en tenir compte et je vais peut-être l'inclure justement dans la semaine prochaine, là, le lien, la liste des ressources que je veux partager. Alors, gênez-vous pas pour me partager des ressources aussi. Ben, je pense ça fait le tour. Alors, merci beaucoup à ceux qui étaient en direct. Merci à ceux qui ont écouté l'enregistrement jusqu'ici aussi. C'était un peu improvisé, là. C'est la première fois qu'on faisait une session comme ça en questions-réponses, mais j'espère que ça a été intéressant pour vous. Encore une fois, merci à toi, Christian, d'avoir accepté de Oui, partager merci. ta présentation. Merci beaucoup.
Mais merci à vous. Merci beaucoup, Madame Jolie, Monsieur Chrétien, c'est très très chouette, c'est très intéressant. J'ai une petite, un tout petit, un petit demande. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une attestation de formation après cette formation? Ça sera très utile pour nous. Oui, ce que je vais faire, en fait, présentement, je n'ai pas d'attestation officielle à la découverte de l'univers. Je pourrais en faire une, mais vous pourriez recevoir, je vais vous écrire là-dessus la semaine prochaine, une attestation, un certificat du programme international Galileo Teacher Training Program. Je vais vous envoyer. Oui, j'ai déjà, oui, oui, Galileo Teacher Training, j'ai déjà fait à Ifran. OK. L'université Al-Akhawaïn à Ifran organise cette formation et j'en ai OK. fait l'année dernière. OK. Donc, c'est sûr qu'eux, dans le fond, ce qu'ils m'ont dit, c'est que la formation qu'on faisait, évidemment, peut compter comme une formation de leur, dans le fond, Galileo Teacher Training Program. Écoutez, si je prends votre demande, dans le fond, ce qui vous intéresserait, vous, ça serait d'avoir un certificat vraiment dans la découverte de l'univers. Est-ce que c'est ce que je comprends? Oui, 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 je m'intéresse à vous pour avoir une autre attestation OK. de cette formation. OK. Ben, Ce sera écoutez, dans le très fond, utile. Merci beaucoup. je prends votre demande très au sérieux. Je regarde ça. Peut-être que ce sera pas tout de suite la semaine prochaine, à la fin de la formation, mais je peux m'arranger pour vous donner une attestation, là, comme quoi vous avez complété la formation. Ce serait pas très compliqué à faire de mon côté. Et si ça peut vous aider, ça me ferait plaisir. Donc, merci de l'avoir mentionné Oui, et je la merci. prends la demande très sérieusement. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je pense qu'on va arrêter ici. Et ben, on va essayer de refaire une autre présentation en direct la semaine prochaine. Là, je vais envoyer un lien peut-être pour voir les moments où les gens sont le plus disponibles. Évidemment, c'est pas toujours évident. Même dans un fuseau horaire, c'est compliqué. Alors quand on couvre plusieurs fuseaux horaires, ça devient pire. Mais merci là, tout le monde de participer à notre formation. C'est très apprécié de voir qu'il y a de l'intérêt dans plusieurs pays pour ce qu'on offre. Alors moi, j'arrête ici. Je vous dis au revoir. À la prochaine.